Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment calculer la taille de l'échantillon pour les études épidémiologiques. Donc souvent on se pose la question quel est le nombre de sujets à inclure lorsqu'on veut réaliser une étude. Donc déterminer la taille de l'échantillon c'est quelque chose de primordial pour pouvoir atteindre l'objectif requis. Par exemple si on veut faire de l'estimation, si on veut que notre estimation soit précise, pour anticiper on est obligé de calculer la taille de l'échantillon qui va nous permettre d'atteindre cette précision. Pareil, lorsqu'on veut réaliser des comparaisons, on a besoin pour garantir la bonne puissance, d'anticiper et calculer la taille de l'échantillon pour minimiser les erreurs et pour respecter l'éthique. Parce qu'en effet, par exemple, si on veut faire un essai clinique sur un certain nombre de patients pour montrer l'efficacité d'un traitement, donc si on inclut un nombre, c'est-à-dire un nombre inférieur à ce qu'on est censé inclure pour atteindre une bonne puissance, ce n'est pas éthique parce que là on est en train de réaliser une étude, c'est-à-dire de mettre des individus à un risque, c'est-à-dire on est en train de les exposer à un risque, notamment les risques d'effets secondaires, alors qu'on ne garantit pas la bonne puissance. Donc c'est une étude qui est en quelque sorte vaine, qui ne sert à rien, mais on a quand même exposé des gens à un certain risque, donc c'est pas éthique. Et pareil, si par exemple on a besoin que de 20 patients alors qu'on n'a pas fait le calcul et on a inclus 50, on a exposé un surplus de patients au risque d'effets secondaires alors qu'il ne fallait pas. Et maintenant, si on est dans les études observationnelles, c'est une perte de moyens si on inclut plus que ce qu'il n'en faut et vice-versa. Parce que même lorsqu'on inclut un nombre inférieur, ça veut dire qu'on ne va pas atteindre notre objectif, mais on a quand même dépensé un certain budget qui aurait pu servir à autre chose pour améliorer la santé ou la situation en général. Donc ça va permettre de minimiser le coût, le temps et la charge de travail parce qu'on va avoir le nombre requis, nécessaire, qu'on ne va pas vraiment dépasser ou qu'on ne va pas trop dépasser. Donc les échantillons ne doivent être ni trop petits ni trop grands. Donc, quels sont les paramètres à prendre en compte pour calculer la taille de l'échantillon? Donc, d'abord, ça va dépendre un peu de l'objectif de l'étude. Est-ce qu'on est dans des études descriptives, on veut faire de l'estimation? Est-ce qu'on est en train de comparer et mesurer des associations? Quelles sont les valeurs attendues? Parce qu'effectivement, lorsqu'on veut calculer la taille de l'échantillon, on va se baser sur soit les données de la littérature, soit en tout cas sur des données qui vont nous permettre d'anticiper et de calculer. C'est-à-dire, je veux estimer. Si je veux estimer quelque chose de l'ordre de 2%, ben je sais très bien qu'il me faut au minimum 100 personnes pour en trouver deux qui seront atteints. Peut-être une seule personne, peut-être zéro. Donc je sais que ça dépasse les 100. Par contre, si je veux estimer quelque chose de fréquent, de je ne sais pas 50%, 60%, peut-être une petite taille d'échantillon pourrait suffire. Mais bien sûr, il faut calculer selon la formule parce que même quelque chose qui est très fréquente, de l'ordre de 90-98%, ça revient en même qu'à estimer quelque chose de pas fréquent parce que là c'est les sujets sains qui représentent que 2%, donc finalement vous pouvez tomber sur 100% de patients sans pouvoir estimer avec une bonne précision. Donc il faut vraiment s'éloigner du 0 et du 100% pour pouvoir, c'est-à-dire pour parler de quelque chose de fréquent. Après, ça dépendra de la variabilité, c'est-à-dire la variance, l'écart type, parce que plus, c'est surtout, ça concerne les variables quantitatives, lorsqu'on est en train d'estimer quelque chose de quantitatif, ou bien on est en train de comparer des moyennes. Donc là, la variance ou l'écart type, il rentre en jeu, parce que si on a quelque chose d'homogène, une petite variabilité, une variance très petite, on n'aura pas besoin d'une grande taille d'échantillon. Par contre, avec quelque chose de trop dispersé, qui varie trop, automatiquement on a besoin d'une grande taille d'échantillon pour pouvoir la cerner, pour pouvoir l'estimer, pour pouvoir comparer et montrer la différence entre les deux groupes. Ça dépendra du risque d'erreur alpha, de la précision, du risque d'erreur bêta, le manque de puissance ou la puissance 1 moins bêta, de la méthode d'échantillonnage utilisée, notamment si on utilise un échantillonnage en grappe, donc il faut faire attention à l'effet grappe, et de la taille de la population cible, parce que dans ce cas, on aura besoin d'utiliser le facteur de correction, et on doit prendre en considération les non-réponses. Donc prendre en considération les non-réponses, c'est-à-dire lorsqu'on calcule la taille de l'échantillon et on voit qu'on a besoin, je ne sais pas, de 50 sujets, il faut toujours rajouter 10 à 20% parce qu'on sait très bien qu'il y aura des non-réponses. C'est-à-dire que une fois qu'on aura distribué le questionnaire, ou peu importe, ça dépend un peu de la méthode de collecte, peut-être qu'on aura des questionnaires qui sont vides ou bien incomplets ou inexploitables, donc il faut le prendre en considération. Donc souvent on va rajouter 10 à 20% de la taille qu'on a déjà calculée.
Donc les types d'erreurs, vous les connaissez déjà. Donc si on prend l'exemple, si on se pose la question est-ce qu'il y a une différence dans la pratique de l'exercice physique entre filles et garçons. Donc on sait très bien que si dans la réalité il y a une différence entre les filles et garçons, et on a réussi avec le test statistique de montrer cette différence, bah, tant mieux. Mais le risque qu'on prend, c'est-à-dire quand on met en évidence une différence, le risque qu'on prend, c'est qu'elle n'existe pas dans la réalité, alors que notre test a rejeté H0 et a montré une différence. Donc dans ce cas, on est confronté à l'erreur de type 1 ou bien l'erreur alpha que vous connaissez bien. Et dans le cas contraire, si notre test il conclut à l'absence de différence, donc s'il y a une différence alors qu'on a conclu qu'il n'y a pas de différence, donc le risque qu'on a pris c'est le manque de puissance, c'est bêta. Donc ce qui nous intéresse c'est les risques. Après le reste, on pourra jamais être sûr si c'est correct. Mais c'est-à-dire à chaque fois que je rejette et que je montre une différence, c'est le risque alpha que je prends, qui est souvent de 5%. À chaque fois que je conclus en l'absence de différence, c'est l'erreur bêta que j'ai pris. Donc le manque de puissance. Ben, souvent, le maximum de bêta qu'on accepte, c'est 20%, et on sait très bien qu'on ne peut la calculer qu'à posteriori. On l'a déjà vu dans les tests statistiques. Donc on va commencer par le calcul de la taille d'échantillon dans le cas des études descriptives. Donc pour les études de prévalence, on peut par exemple estimer un pourcentage, c'est une prévalence. Ou bien on va estimer une moyenne lorsqu'il s'agit d'une variable quantitative. Quelle est la moyenne de, je ne sais pas, de la glycémie chez les patients atteints de je ne sais pas quoi. Quelle est la moyenne de l'hémoglobine chez, je ne sais pas, les femmes atteintes d'une maladie particulière. Donc généralement, on sait très bien que l'estimation doit se faire par un intervalle, qu'on appelle intervalle de confiance. Et bien sûr, il y a le risque alpha, qui est 5%, que la vraie valeur n'appartienne pas à l'intervalle qu'on a calculé. C'est-à-dire que notre intervalle n'inclut pas la vraie valeur. Donc on va se baser sur la précision désirée, sur la prévalence attendue, le risque d'erreur alpha. Et là, bien sûr, il n'y a pas le risque d'erreur bêta parce qu'on n'est pas dans le comparatif, on n'est pas dans l'analytique. Et la taille de la population cible, c'est-à-dire la taille de la population à laquelle on veut généraliser. Donc, si on prend l'exemple, quelle est la prévalence du diabète dans le Grand Casablanca? Donc, on va se poser la question, on s'attend à combien? Donc, on s'attend à combien? Ça veut dire qu'on va chercher un peu dans la littérature, dans les pays similaires, ou bien le chiffre national, ou bien un chiffre ancien à Casablanca. Après, on se dit peut-être avec le temps, ça a augmenté. Donc, on va essayer de viser un chiffre un peu plus élevé. Donc, quelle est la prévalence attendue? Quelle est la précision désirée? C'est-à-dire, je veux estimer avec quelle précision. Et bien sûr, on a dit la précision, elle va dépendre un peu de l'ordre de grandeur du chiffre. Il n'y a pas une précision particulière qui est acceptable. Le risque d'erreur qui est souvent fixé à 5% pour le risque d'erreur alpha. Et la taille de la population à Casablanca, on sait qu'elle est très grande, on sait qu'elle dépasse les millions. Donc on a cherché, on a trouvé que la prévalence du diabète au Maroc est aux alentours de 6,6%. Donc on va prendre le chiffre 6,6%. Et concernant la précision, donc on peut choisir 2%, on peut choisir 1%, 1,5%, donc ça dépendra. Alpha, on a dit c'est standard 0,5% et on sait que c'est une grande population. Donc pour le calcul, on connaît déjà la formule, on l'a déjà fait lorsqu'on a fait l'estimation. Donc la formule, c'est que la taille de l'échantillon est égale à Z alpha sur 2 au carré, la proportion attendue fois 1 moins la proportion attendue sur la précision au carré. Donc Z alpha, on sait très bien que c'est 1,96. La prévalence attendue, on a décidé de prendre les 6,6%, donc 0,066. Le 1 moins P, donc c'est le complément. Donc pour une précision de 2%, de 0,02, on fait le calcul, on trouve qu'on a besoin d'une taille d'échantillon de 592 personnes. Si on calcule pour une précision de 0,01, c'est-à-dire de 1%, on aura besoin de 2368. Donc ça dépendra de nos moyens, de la faisabilité. Donc soit on va se contenter d'une précision de 2%, parce que quand même ça reste plus ou moins assez précis. C'est-à-dire si on dit... je ne sais pas si c'est entre 4 et 8, donc peut-être qu'on est assez précis. Donc on peut se contenter des 592. Sinon, on aura besoin, si on pense qu'on peut recruter les 2368, donc on va plutôt opter pour la précision 1% si on a les moyens. Donc là, il y a quelques logiciels qui vont nous permettre de calculer la taille de l'échantillon. Donc là, c'est le logiciel EpiInfo. Donc sur EpiInfo, pour le calcul de la taille de l'échantillon, donc il vous demande quelle est la taille de la population de laquelle vous allez extraire votre échantillon.
Donc, on va laisser par défaut, c'est 999 999, c'est-à-dire c'est ce qu'il nous donne par défaut. Et c'est déjà, ça concerne une grande population, donc on ne va pas mettre de chiffres. Après, il vous demande quelle est votre fréquence attendue. Donc, on a dit c'est le 6,6%. Ensuite, il nous dit si quelle est la valeur, la pire valeur que vous pouvez accepter. Donc pour une précision de 2%, donc je fais moins 2%, c'est 4,6 et ça donne le même résultat que 8,6, c'est-à-dire soit je fais moins 2%, soit plus 2%, c'est-à-dire quelle est la valeur la pire, c'est-à-dire il le dit entre parenthèses, higher or lower, c'est-à-dire vous pouvez utiliser la plus basse ou la plus élevée, c'est-à-dire les limites de l'intervalle de confiance que vous pouvez accepter pour une valeur de 6,6%. Donc là, on va faire le calcul. Il nous donne pour un risque alpha de 5%, c'est-à-dire un intervalle à 95%, 592 personnes. C'est le même résultat qu'on a trouvé avec le calcul manuel. Donc maintenant, on va passer à l'estimation d'une moyenne. Si on veut estimer une moyenne, par exemple, quelle est la moyenne de la durée de sommeil des enfants âgés entre 7 et 14 ans? Donc, quelles sont les informations nécessaires? Maintenant, on est devant une variable quantitative, ce n'est pas un pourcentage. Donc, on aura besoin de la variabilité, la variance. La moyenne attendue, elle ne fait pas partie de la formule, c'est-à-dire on n'a pas vraiment besoin de la moyenne attendue. C'est vrai qu'il faut savoir, c'est-à-dire on s'attend à quoi, mais on ne va pas l'utiliser pour le calcul de la taille d'échantillon. Mais ce qui nous intéresse, c'est la variance ou l'écart type, c'est la variabilité. Donc on va dire que d'après des études dans des pays similaires, ou bien c'est juste d'après notre expérience, on se dit que peut-être les enfants, en général, ils dorment vers 9 heures, ils se réveillent vers telle heure, donc on fait le calcul, on se dit peut-être que c'est 8,5 heures, avec une variabilité de 3,2 heures. Et là, donc, on peut faire le calcul pour une précision de 1 heure ou de 0,5 heures. Donc, ça dépendra. Donc, on va voir. Donc, toujours la formule, on la connaît lorsqu'on a fait l'estimation d'une moyenne, c'est-à-dire l'intervalle de confiance d'une moyenne. Donc, la taille d'échantillon, c'est z au carré fois la variance sur la précision au carré. Donc, on va faire le calcul pour 1 heure et pour une demi-heure. Donc, on trouve que pour 1 heure, on a besoin de 40 sujets par groupe. Et pour une demi-heure, on a besoin de 158 sujets par groupe. Bien sûr, si on veut être plus précis, on a besoin d'agrandir la taille de l'échantillon. Si on veut être moins précis, on va se contenter d'une faible taille d'échantillon. Donc là, on a dit que c'est toujours selon les moyens. C'est-à-dire si on a les moyens, on peut facilement avoir les 158 enfants par groupe, c'est-à-dire groupe d'âge. Ben là, on est en train d'estimer, c'est un seul groupe. On a besoin de 40 enfants pour estimer la moyenne de la durée de sommeil chez les enfants entre 7 et 14 ans. Avec 1 heure de précision. Si c'est pour 0,5 heures de précision, dans ce cas, on aura besoin de 158 enfants. Donc c'est déjà, c'est pas très élevé, donc on peut se permettre une bonne précision d'une demi-heure. Donc pour les études analytiques, donc que ce soit des études cas témoins, études de cohorte, ou bien des essais thérapeutiques ou des études observationnelles qui permettent de comparer deux pourcentages ou comparer deux moyennes. Dans ce cas, il y a toujours des formules, mais qui sont un peu compliquées parce que là, on va introduire la notion de puissance. Donc, il y aura même le Z-bêta. Donc, on va prendre un exemple. Est-ce que la consommation de viande rouge est associée au cancer du côlon? Donc, quelles sont les informations qui nous intéressent ou bien qui sont nécessaires pour calculer cette taille d'échantillon? Donc, on a besoin de savoir quelle est la prévalence de l'exposition chez les témoins. C'est-à-dire, en population générale, il y en a combien? Quel est le pourcentage de ceux qui consomment de la viande? Pour qu'on puisse les comparer. Après, quel est l'autre ratio attendu? Soit quel est l'autre ratio attendu, ou bien quel est le pourcentage d'exposition, c'est-à-dire de consommation de viande, chez ceux qui ont un cancer du côlon. Et après, c'est le logiciel qui calculera l'autre ratio attendu. Et bien sûr, le risque alpha, on sait très bien qu'il est fixé à 5%. Et pour la puissance, on sait très bien que le minimum accepté, c'est 80%. Après, on peut faire le calcul pour 90% de puissance. Donc là, on va pas donner la formule. Donc sur EpiInfo, donc vous voyez, lorsqu'on veut calculer la taille de l'échantillon, on a le choix entre une étude en population, c'est-à-dire descriptif, pour estimer une prévalence, donc mais pas une moyenne, c'est juste une prévalence, soit une étude de cohorte ou une étude transversale, parce qu'on sait très bien que risque relatif, rapport de prévalence, c'est la même formule, ou bien une étude cas témoin unmatched, non appariée. Donc là, quelles sont les informations qu'ils nous demandent? Donc toujours la probabilité, c'est-à-dire le risque alpha, donc
95% de confiance, ça veut dire alpha à 5%. Vous voyez, il demande 1 moins alpha, donc les 95%. D'ailleurs, il le donne par défaut, on va laisser. Après, pour la puissance 1 moins bêta, donc c'est 80%. Après, il vous dit maintenant, chez les non-malades, maintenant c'est le rapport non-malade-malade. C'est-à-dire, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'on veut avoir autant de cas que de témoins? Parce que parfois, on peut avoir 2 témoins pour un cas, c'est-à-dire 1, 2. Donc là, c'est équilibré, donc on a dit 1, 1, c'est-à-dire c'est deux groupes de même taille. Après, quelle est la fréquence attendue chez les non-malades, c'est-à-dire dans le groupe témoin. Donc, supposons que, on se dit, c'est-à-dire selon la littérature, selon notre expérience, là c'est juste des données fictives, que 70% de population générale, c'est-à-dire des non-malades, consomment de la viande. Après, il va vous demander, soit vous mettez quel est l'autre ratio attendu, c'est-à-dire le plus faible qui vous intéresse, c'est-à-dire que vous voulez mettre en évidence. Bien sûr, si c'est plus élevé, vous aurez assez de puissance pour démontrer une différence significative. Par contre, s'il est plus faible, vous ne pouvez pas. Donc, quel est le minimum d'autres ratio qui vous intéresserait pour montrer qu'il est significatif? Par exemple, 1,2, c'est pas intéressant parce que même si c'est statistiquement significatif, 0,2 de différence, surtout c'est un autre ratio, c'est même pas un risque relatif. On sait très bien que les autres ratios ils sont beaucoup surestimés par rapport au risque relatif. Donc, peut-être on a besoin de montrer au moins le double ou bien 1,8. Ou bien, au lieu de mettre l'autre ratio, peut-être vous pouvez mettre le pourcentage d'exposition chez les malades, chez les patients atteints de cancer. Donc là, soit vous mettez l'autre ratio, c'est lui qui va calculer le pourcentage, soit vous mettez le pourcentage et il vous mettra l'autre ratio. Et ensuite, on va calculer la taille de l'échantillon. Donc, il va nous calculer la taille de l'échantillon. Donc, pour 5% de risque alpha, une puissance de 80% avec un échantillon équilibré 1-1, c'est-à-dire autant de cas que de témoins. Si on considère que l'exposition chez les malades est de 84,29% avec un autre ratio de 2,3, et bien sûr la base c'est 70%. C'est 70% d'exposition chez les témoins, ce qu'on a en haut. Donc là, donc la taille d'échantillon, donc on a besoin de 148 malades et 148 non malades, donc pour un total de 296. Après, il vous donne pour d'autres puissances, c'est-à-dire soit vous voulez améliorer votre puissance, mais vous ne pouvez pas faire baisser la puissance, parce que déjà 80% c'est le maximum, c'est-à-dire c'est le minimum toléré, c'est le maximum de risque bêta toléré. Après, il vous donne même pour des échantillons non équilibrés, parce que supposons c'est une maladie rare, donc il vous donne 4 témoins pour un cas, 3 témoins pour un cas, ainsi de suite. On sait très bien que même si on augmente le nombre de témoins au-delà de 4, on ne gagne pas trop en termes de puissance. Donc, et là, il nous donne un peu les autres calculs pour les autres situations. Donc, on peut faire le calcul avec le logiciel Stata. Donc, pareil, donc, quelle est la proportion d'exposition chez les témoins, chez les malades, ainsi de suite. Donc, vous allez noter le risque alpha, donc généralement 5%, la puissance 80%. Quelle est la différence entre les deux groupes qui est mesurée dans les études cas témoins sous forme d'odds ratio. Donc, on va mettre 2,3. Donc, ça correspond à 70% d'exposition chez les témoins et 84,29% d'exposition chez les cas. Donc normalement, vous devez renseigner le pourcentage d'exposition chez les témoins, soit l'autre ratio, soit le pourcentage dans le deuxième groupe. C'est pareil, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur EpiInfo. Après, il nous donne qu'on aura besoin de 135 sujets par groupe, c'est-à-dire un total de 270. Donc une petite différence par rapport à ce qu'on a estimé sur EpiInfo. Maintenant, on arrive aux études de cohorte. Donc, si on cherche association entre consommation de viande et cancer du côlon, on garde le même exemple. Les informations nécessaires, pareil. Donc, au lieu d'avoir la prévalence d'exposition chez les malades, on aura besoin de l'incidence de la maladie chez les non-exposés. C'est-à-dire, en population générale, on a combien de malades atteints de cancer du côlon. Et après, on verra par rapport à ceux qui consomment trop de viande. Bien sûr, il faudra après définir ce qu'on veut dire par consommation. Donc, et le risque relatif attendu, le risque alpha qui est toujours de 5%, la puissance qui est souvent de 80%. Donc, on va faire le calcul sur EpiInfo. Donc, on a montré tout à l'heure qu'on choisit un peu le type de l'étude. Est-ce que c'est une étude cas témoin, cohorte ou transversale, ou bien c'est une étude populationnelle pour les études descriptives. Donc, pareil, il va nous demander le risque alpha, ou bien le 1- alpha qui est le 95%, la puissance 80%. Si on veut avoir autant d'exposés de non exposés, donc 1. Et puis, quelle est la fréquence de maladie chez les non-exposés? Donc là, on a 0,6%. Bien sûr, c'est des chiffres qu'on doit chercher dans la littérature ou selon notre expérience dans le service, ainsi de suite.
Après, quel est le risque relatif, c'est-à-dire le plus faible qu'on désire montrer en évidence? C'est-à-dire si la différence est grande, on sera assez puissant pour la démontrer, mais quel est le minimum que vous voulez mettre en évidence? Donc là, on a mis 1,3 parce que les risques relatifs, ils ne sont pas aussi élevés que les autres ratios. Donc 1,3, donc 30% de risque supplémentaire nous intéresserait, parce que là, on est vraiment dans le calcul du risque. Ce n'est pas comme l'autre ratio. Ce qui correspond à 0,78%. Donc là, on fait le calcul. Donc pareil, pour 95% de confiance ou bien 5% de risque, on a 80% pour 80% de puissance avec des groupes équilibrés, exposés non exposés, donc 1-1, un rapport 1-1. Pour le pourcentage de 0,6% chez les non exposés, ce qu'on a sur la ligne en haut, et 0,78% chez les exposés, ce qui représente un risque relatif de 1,30, on aura besoin de 34 301 sujets non exposés, 34 301 sujets exposés, pour un total de 68 602 sujets. Donc si la maladie est rare et on veut inclure moins de sujets, donc on va changer les rapports. Donc on aura plus de non exposés, non, si l'exposition est rare, pardon, donc on peut changer un peu les rapports, mais sinon c'est pas par rapport à la maladie, c'est par rapport à l'exposition. Et bien sûr, parce que c'est une maladie rare, lorsqu'on parle de 0,6%, automatiquement on a besoin d'un grand nombre des milliers de personnes pour pouvoir montrer la différence. Et puis on cherche un risque relatif qui est trop faible de 1,3, donc une petite différence. Donc c'est pourquoi on a de très grandes tailles d'échantillons. Après, on peut faire toujours le calcul avec le logiciel Stata. Donc pareil, on détermine quel est le risque alpha, 5%, quelle est la puissance, 80%. Donc le risque relatif, bien la différence qui nous intéresse, elle est sous forme de risque relatif, il est de 1,3. Quel est le pourcentage dans le groupe non exposé, donc 0,6%, bien 0,006. Et dans le groupe exposé, c'est 0,78%, donc bien 0,0068, qui sera calculé directement à partir du risque relatif qu'on a renseigné. Après, il nous donne qu'on aura besoin de 33 199 personnes par sujet, ce qui nous fait un total de 66 398. Et vous voyez, c'est les chiffres qui sont très rapprochés de ce qu'on peut obtenir sur EPI. Maintenant, on va voir lorsqu'on veut comparer deux proportions, c'est-à-dire comparer deux pourcentages. Donc ça, on ne l'a pas sur EpiInfo, mais on a sur d'autres logiciels. Mais il faut savoir, par exemple, le logiciel SPSS, il ne fait pas le calcul de taille d'échantillon. Il y a d'autres logiciels qui le font, notamment Stata, on va voir R. Donc on peut se poser la question, est-ce que la fréquence des troubles de sommeil est différente selon le groupe d'âge des enfants? C'est-à-dire, est-ce que c'est les enfants qui se rapprochent de l'adolescence ont beaucoup plus de troubles de sommeil que les petits, ou bien le contraire? Donc les informations qui nous intéressent ou bien qui vont être utiles pour calculer la taille de l'échantillon, c'est les prévalences attendues chez les deux groupes, donc prévalence de troubles de sommeil chez les petits et prévalence de troubles de sommeil chez les plus grands, bien plus vieux. Le risque alpha qui est souvent fixé à 5%, la puissance à 80%. Donc là, on peut utiliser le logiciel R qui est un logiciel gratuit. J'ai laissé sur la plateforme que vous pouvez télécharger déjà d'internet. Donc vous pouvez installer le logiciel R et ensuite le logiciel RStudio. Donc le logiciel R, il fonctionne avec des commandes. Donc la commande pour calculer la taille de l'échantillon, c'est power.prop.test parce qu'on est en train de comparer des proportions. Donc après, il nous demande quelle est la première proportion. Donc on considère que le trouble de sommeil est de 5% dans un groupe. Et dans le deuxième groupe, on estime qu'il est à 8%, c'est-à-dire on cherche un minimum de 3% de différence, c'est-à-dire ce qui nous intéresse comme différence minimale, avec une puissance, donc power qui est égale à 0,80 et un degré de signification de 5%. Donc il nous donne un total, c'est-à-dire une taille d'échantillon qui correspond au pourcentage qu'on a déterminé, 5% dans le premier groupe, 8% dans le deuxième groupe, degré de signification 5% et pour une puissance de 80% pour un test bilatéral. Et là, il nous explique que la taille de l'échantillon qu'il nous a donné, les 1058,85 ou bien les 1059, c'est par groupe. Number in each group, donc c'est par groupe. Donc dans chaque groupe, on doit inclure 1059 enfants pour pouvoir comparer et mettre en évidence les différences. Donc on refait le même calcul avec une différence plus grande, c'est-à-dire 5% d'un côté, 10% de l'autre, c'est-à-dire une différence de 5%. Et là, on a besoin de 434 enfants.
Donc ça dépendra un peu de nos moyens pour décider. Et puis est-ce que il y aura une différence de 5% ou pas. Donc ça dépendra un peu de nos attentes et de la littérature et de ce qu'on cherche. Donc on peut faire le calcul sur Stata. Donc pareil, on va renseigner le risque alpha, la puissance, la proportion dans le premier groupe, dans le deuxième groupe. Il nous calcule la différence qui est de 5%, parce que là on a choisi 5 et 10. Il nous donne que la taille de l'échantillon attendue c'est 435 par groupe, c'est-à-dire un total de 870. C'est ce qu'on a obtenu avec le logiciel. Maintenant on arrive à la comparaison de deux moyennes, c'est-à-dire tout à l'heure on était en train de comparer deux pourcentages. Donc on peut se poser la question, est-ce que la durée de sommeil est différente entre les enfants âgés de moins de 12 ans et ceux âgés entre 12 et 14 ans? Donc on aura besoin quelle est la différence minimale intéressante, donc peut-être 1 heure, c'est-à-dire 1 heure de différence dans la durée de sommeil pourrait nous intéresser. L'écart type des deux groupes, parce qu'à chaque fois qu'on manipule des variables quantitatives, la variance ou bien la variabilité est très importante. Parce que si les données sont trop dispersées, automatiquement on aura besoin de beaucoup de sujets dans notre échantillon. Par contre, si les observations sont très rapprochées, on n'aura pas besoin d'une grande taille d'échantillon. Donc là, selon la littérature, on suppose, on a trouvé, soit on suppose, peut-être on peut mettre, selon l'expérience, même une étude descriptive si elle existe, pour voir un peu la dispersion des différents, bien une enquête pilote, c'est-à-dire une pré-enquête, pour voir un peu la dispersion des durées de sommeil chez les enfants. Donc on suppose que dans le premier groupe c'est 2,7 heures et dans le deuxième groupe 3,5 heures. Donc puissance désirée c'est toujours 80%, risque alpha il est toujours de 5% et on veut que les tailles soient équilibrées, c'est-à-dire N1 égale à N2. Comme on peut demander une différence entre les deux. Donc en utilisant le logiciel R, donc il faut d'abord installer le package sample size. Une fois qu'on a installé le package sample size, on va utiliser la commande n.ttest, t-test pour test de student, parce que la comparaison de moyenne se fait par un test de student, donc n.ttest. Donc pour une puissance power de 0,8, un risque alpha de 0,05, une moyenne c'est-à-dire de différence de 1 heure, l'écart type dans le premier groupe de 2,7. Donc vous voyez, on ne s'intéresse pas aux moyennes des groupes, on s'intéresse à la différence attendue et à la variance ou bien aux écarts types dans les deux groupes. Donc écart type premier groupe 2,7, deuxième groupe 3,5, K est égal à 1, K c'est le rapport entre les deux tailles, donc c'est équilibré, donc K est égal à 1. Le design il n'est pas apparié, donc unpaired. Et puis on suppose que les variances ne sont pas différentes, c'est-à-dire le 2,7, le 3,5, on considère que les vraies variances ne sont pas différentes. Donc là on obtient qu'on a besoin de 232 qui sont séparés en 116 par groupe, donc 116 personnes par groupe. Donc on a pu faire le calcul grâce au logiciel R. Et on peut faire le calcul toujours avec le logiciel R pour une différence de 2 heures. Donc vous voyez la taille d'échantillon, elle diminue. Ce n'est pas la moitié de tout à l'heure, mais elle diminue même nettement. Avec Stata, donc pareil, donc, on a besoin de renseigner le risque alpha, de renseigner la puissance, la différence attendue, c'est-à-dire entre les deux groupes. Donc c'est juste quand on dit M1, M2, c'est juste pour le calcul de la différence, c'est-à-dire la différence 2 heures. D'accord, et puis quel est l'écart type dans le premier groupe et dans le deuxième groupe. Et il nous donne que la taille d'échantillon estimée est de 40 par personne pour un total de 80. Donc là, il faut savoir qu'il y a des cas particuliers, notamment lorsqu'il y a un appariement, il faut faire attention. Donc lorsque c'est apparié, vous avez vu tout à l'heure sur la commande R, vous exprimez est-ce que vos données sont appariées ou pas. Donc est-ce que si c'est apparié, il faut le dire, donc le calcul sera différent parce que la formule est différente. Pareil, lorsqu'on fait un échantillonnage en grappe, il faut prendre en considération l'effet de grappe. Ben souvent il est de 1,5 ou de 2, mais c'est pas simple de prendre l'effet de grappe. Après, il faut chercher les commandes correspondantes. Et puis, il y a un autre cas lorsque la population cible est de petite taille, c'est-à-dire la population de laquelle on va prendre notre échantillon, en totalité n'est pas grande. Donc, dans ce cas, on doit utiliser un facteur de correction. Donc, comment ça marche? Donc, d'abord, on calcule comme si c'était une grande population, c'est-à-dire on calcule petit n comme si c'était une grande population. Ensuite, on va corriger et on va recalculer une nouvelle taille d'échantillon, n', par la formule taille de la population cible fois la taille de l'échantillon sur taille de la population cible plus taille de l'échantillon. Ce qu'on appelle le facteur de correction pour des populations limitées, c'est-à-dire qui ne sont pas très grandes. Après, il n'y a pas
il n'y a pas de consensus sur quel est le nombre à partir duquel on peut dire que c'est une grande population, mais c'est-à-dire si on a des centaines, quelques milliers, donc on considère que c'est petit, et sinon on considère que c'est une grande population. Donc si on va sur EpiInfo pour faire le calcul pour une petite population, donc là par exemple, supposons que c'est une population de 750 sujets, supposons qu'on veut chercher la prévalence du diabète chez des prisonniers, il n'y en a que 750 dans cette prison de cette ville. Donc population size, c'est une population qui est limitée, donc 750. La prévalence attendue est de 6,6%. La valeur, la pire valeur acceptée, bien le minimum qu'on peut accepter, c'est 4,6 pour une précision de 2%. Et j'ai dit, on a le même résultat si on met 8,6 parce que c'est soit la plus petite, soit la plus grande. En tout cas, les limites de l'intervalle de confiance. Donc, pour un risque alpha de 5%, c'est-à-dire un intervalle de confiance à 95%, on a besoin de 331 sujets. Lorsqu'on a fait le calcul avec une population infinie, on avait besoin de 592 sujets. Et maintenant que la population est limitée de 750, on a trouvé 331. Et on peut utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure pour faire le calcul. Donc on a dit, d'abord on calcule pour une population infinie, donc on a les 592, qu'on va multiplier par la taille de la population actuelle, qui est finie, qui est limitée, donc 750 fois 592, qu'on va diviser par le total population plus échantillon. Donc 750 plus les 592, et ça nous donne les 331. Donc vous voyez, donc le logiciel EpiInfo, il intègre le facteur de correction lorsqu'il s'agit de populations qui sont finies ou bien qui sont limitées. Alors pour conclure, on peut dire que le calcul de la taille de l'échantillon, c'est une partie importante du protocole. Oui, en effet, on a expliqué même éthiquement, il faut calculer la taille de l'échantillon avant de faire l'étude pour atteindre l'objectif qu'on cherche. Ça garantit la qualité des résultats, oui, parce qu'on aura une meilleure précision et on aura une meilleure puissance dans les études comparatives. Ça nécessite la connaissance d'un certain nombre de paramètres, parce que souvent on nous pose la question, quelle est la taille de l'échantillon que j'ai besoin d'inclure comme ça. C'est-à-dire il faut se baser quand même sur certaines données qu'on peut trouver soit à partir des études pilotes, soit à partir de la littérature, soit à partir de l'expérience. On a l'habitude, c'est-à-dire je sais que ça va être aux alentours de, on s'attend à ce que, donc on a besoin quand même de ces chiffres pour pouvoir calculer. Il existe plusieurs méthodes de calcul selon la nature de l'étude et l'objectif, et heureusement qu'il y a un grand nombre de logiciels statistiques qui permettent de faire ce calcul. Mais j'ai dit, c'est pas tous les logiciels, par exemple SPSS il fait pas, EpiInfo il fait pas pour comparer des moyennes, pour comparer des pourcentages, il fait juste pour tout ce qui est des études épidémiologiques, cas témoins, cohorte, parce que c'est fait par le CDC, c'est-à-dire l'OMS, c'est pour les pays en voie de développement, pour tout ce qui est observationnel, donc c'est pas comparaison de moyenne ou pourcentage. Donc on peut l'avoir sur Stata, mais c'est payant, c'est-à-dire avec licence, mais heureusement qu'il y a le logiciel R qui est ouvert, qui va permettre de faire ce type de calcul et de faire beaucoup d'analyses statistiques qui sont intéressantes. Et je vous encourage à installer le logiciel R et à commencer à apprendre un peu à faire l'analyse statistique avec R. Et je vous remercie pour votre attention.